tenue d'ailleurs, pas forcément veste comme on a l'habitude de le dire, mais vous devez être propre des cheveux jusqu'aux orteils. Votre regard, je ne voudrais pas m'éterniser sur la tenue parce que vous le savez déjà, mais bizarrement, il y a des gens qui vont aux entretiens de façon, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a eu des développeurs qui se sont présentés pour un recrutement, bien un entretien en tapette. Des gens qui sont venus avec des casquettes sur la tête. C'est bizarre, mais c'est la réalité. Le second élément dans la présence, c'est votre regard. Très souvent, nous avons un regard fuyant parce que nous sommes stressés, nous avons peur. Mais c'est un élément à éviter. Nous devons avoir un regard tranquille, qui est souriant et développer ce qu'on appelle l'écoute active. L'écoute active. Allô? Allô? Vous me recevez? S'il vous plaît, bloquez votre micro si vous n'avez pas la parole. Oui, très bien. Il y a un peu de bruit, s'il vous plaît. Ok, maintenant je crois que ça peut aller. Donc, ici, je parlais de l'écoute active. Quand nous allons à une interview, mes amis, ce n'est pas un oral de bac ou un oral d'un examen. C'est un échange professionnel avec des gens qui peuvent être supérieurs ou peut-être même inférieurs à nous. Du coup, quand on nous pose la question, on ne doit pas écouter pour répondre, mais on doit écouter la question pour comprendre. La différence, c'est que des fois, nous sommes sur notre qui-vive et quand on pose la question, on loupe carrément les éléments. La plupart du temps, les recruteurs posent des questions sur lesquelles ils apportent même des éléments de réponse. Donc, nous devons développer ce qu'on appelle l'écoute active pour saisir réellement ce qu'on nous dit. L'élément suivant, c'est la posture de calme. Nous devons rester calmes, pas de stress. Maoli et moi, on a observé des gens qui sont tellement stressés, qui tremblent devant le recruteur, ce qui n'est pas vraiment bien. Nous devons rester confiants, avoir confiance en nous. On nous dit, développons notre confiance en nous, mais des fois on l'ignore. Et là, moi, je vous propose d'adhérer à des clubs de développement personnel. Ça vous permet, et ça nous permet, moi-même je suis dedans, je ne m'exclus pas, ça nous permet d'avoir confiance en nous, de développer un certain caractère qui nous permettront d'être à l'aise dans les présentations. Imaginez lors de recrutement où on vous rassemble. Je me rappelle en 2013, nous avons participé à un recrutement. Arrivé, on nous a mis tous dans une salle. C'est comme on était en réunion, on pose la même question à tout le monde. Venez voir le stress. Autre élément, autre clé, s'il vous plaît, c'est réponse structurée, orientée business. Quand on pose une question, nous devons toujours relier notre expérience à des enjeux business. Pourquoi je le dis? Que vous travaillez dans le front ou dans le back-end, dans le dans le front office ou dans le back office, vous devez structurer vos réponses de manière à ce que le service ou la tâche que vous aurez à accomplir amènera l'entreprise à accroître son business. Je donne un exemple. Moi, j'ai l'habitude de considérer chaque entreprise comme un restaurant. Dans un restaurant, il y a les cuisiniers, il y a les serveurs. Si la cuisine n'est pas bonne, si les cuisiniers ne sont pas bons, eh bien, les serveurs ne peuvent pas faire miracle. Du coup, si je me recrute aujourd'hui comme un cuisinier, je pourrais, à chaque réponse qu'on me pose, répondre à telle enseigne que le client, qui sera le consommateur final, puisse être satisfait au-delà de ses attentes. Donc, parler toujours de façon structurée avec une terminaison business, un langage résultat. Septième clé, c'est mise en lumière de nos soft skills. Il y a des formations sur le leadership, sur le développement personnel, je venais de l'évoquer, mais la plupart du temps, on essaie de les ignorer. Il y a même plein de vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, je suivais une vidéo sur YouTube. Il y a des soft skills qui sont partagés, des éléments que nous devons avoir, parce que, vous savez, quand on vous recrute, ce n'est pas forcément votre compétence. Vous savez, dans l'entreprise, lors d'une conférence, j'ai posé la question à savoir, entre la loyauté et la compétence, qu'est-ce qu'il faut choisir en tant que recruteur? Les recruteurs choisiront toujours la loyauté. Et la loyauté, c'est un soft skills.
Vous pouvez être compétent. Oui, allô, vous dites? Ok, je crois que c'est quelqu'un qui parle. Donc, je disais, vous pouvez être hyper compétent, mais les recruteurs vont garder toujours celui qui semble être loyal plutôt que celui qui semble être compétent. Donc, nous devons développer des soft skills. Et ici, j'ai mis, au cas où on vous pose la question, soit vous pouvez montrer votre leadership, montrer que vous avez une forte capacité d'adaptation, vous êtes proactif. Je parlais tantôt de la loyauté. Vous devez illustrer chaque soft skill par une histoire vécue. Je vous ai, dans la préparation, dit de préparer 3 à 5 histoires que vous pouvez raconter. Et ces histoires-là, nous pourrons sortir d'autres choses que des soft skills, des compétences, que ce soit soft skills ou compétences techniques. 8e élément, c'est comment conditionner notre mentalité à être un apporteur de solutions plutôt qu'un demandeur. OK? On dit souvent, ne demandez pas ce que l'entreprise fera pour vous, mais montrez réellement ce que vous pouvez apporter comme valeur à l'entreprise. Dans vos réponses, montrez que vous êtes quelqu'un qui apporte une valeur, que vous avez la capacité d'être un co-créateur. Vous n'êtes pas forcément là pour recevoir des ordres, mais vous êtes proactif, comme on vient de le voir dans l'autre slide, et montrez votre capacité à créer, à apporter une solution au problème qui est identifié. Étant donné votre position, le profil recherché, vous avez la possibilité de trouver des problèmes, de dénicher des problèmes que des entreprises peuvent avoir dans votre domaine et apporter des solutions. Ainsi, nous tombons immédiatement à la 3e phase, qui est la dernière phase. Après avoir passé l'entretien, on me libère et je rentre à la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garder cette très belle impression au niveau de l'entreprise? Premièrement, comme la dame est en train de le faire sur le slide, eh bien, je dois envoyer un mail ou un message. Et c'est ce qu'on voit ici, envoyer un message de remerciement. Donc, un mail, un SMS ou un message WhatsApp, pourquoi pas un appel pour remercier l'entreprise de vous avoir fait confiance et rappeler votre motivation et votre capacité à apporter une valeur ajoutée à cette entreprise. 10e clé, qui est le débriefing personnel, ce que nous n'avons pas l'habitude de faire. Nous n'avons pas l'habitude de faire le rapport ou bien le compte-rendu de ce qui s'est passé. Et cela se montre lors des réunions même, quand on demande aux gens qui va rédiger le compte-rendu, tout le monde baisse la tête. Mais c'est un élément important. Après avoir été en une interview, eh bien, je reviens chez moi à la maison ou au bureau, je prends un stylo, une feuille ou devant mon ordinateur, j'essaie de m'analyser, d'analyser ce que j'ai bien fait, donc ce que j'ai bien fait, les choses que je dois améliorer et ce que j'ai appris lors de ces entretiens d'embauche. Et tenir un journal de progression pour qu'à chaque fois, je puisse parcourir et améliorer ma capacité à me défendre devant des recruteurs. 11e clé, c'est le suivi discret. Ici, c'est très important. Les gens le savent, les gens le font, mais la plupart des gens ne le font pas très bien. Vous avez remarqué, j'ai mis, si pas de réponse, 7 jours, 10 jours, envoyez un message de relance respectueux. Vous avez remarqué que j'ai mis respectueux, j'ai souligné, mis ça en rouge, c'est très important. Il y a des gens qui envoient des messages de menaces. J'ai une autre proposition, donnez-moi votre réponse pour que je sache quoi faire. Ce n'est pas bien. Relancez de façon intelligente, de façon respectueuse. Donc, montrez réellement votre intérêt, mais sans insister, sans agacer, parce que des fois, c'est agaçant. Et dernière clé, c'est de capitaliser votre réseau, même sans embauche. Parce que vous participez à un entretien et qu'on ne vous retient pas, mes amis, ce n'est pas la fin du monde. Il faut quand même réseauter, prendre le nom des personnes qui étaient là, échanger avec eux sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux professionnels qui sont là, vous mettez réellement leur nom là, dans différents réseaux, vous essayez de prendre attache avec eux, indiquer qu'il a été membre du jury lors de ce recrutement-là, et vous avez bien aimé les questions qu'il a posées, et vous souhaiterez être son ami.
sa relation sur un réseau social. Ça vous permettrait à vous de mieux connaître cette personne et qui sait, d'autres recrutements pourront surgir. Vous allez retrouver cette personne et ça doit être sûrement une occasion à ne pas rater. Je crois que c'est les 12 éléments que nous avons préparés, Maoli et moi. Nous vous remercions vivement pour votre présence. Il y a tellement de choses qu'on devait partager, mais en 1 heure de temps, on ne pourra pas vraiment partager tout ce que nous pouvons. Mais dans les questions, j'espère que vous aurez des questions à poser, des questions pertinentes que nous permettront de développer d'autres cas. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas la personne qui est plus diplômée qui réussit, mais c'est la stratégie, la manière, votre approche lors des recrutements qui feront de vous les candidats idéaux qui seront retenus. C'est sur ça que je voudrais vous remercier. Et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir que nous allons répondre. Merci beaucoup, Maoli. Merci beaucoup, Yves Abia. Je crois que nous avons appris beaucoup de choses ce soir et qui nous parlent des 12 clés pour bien se préparer à un entretien d'embauche. Je vais prier ceux qui allument votre micro. Si vous pouvez ovationner notre ami, ce serait intéressant. Merci beaucoup à M. Adedji, c'est ça? Et si les autres peuvent également suivre le pas et envoyer des cœurs, ce serait beaucoup intéressant. Merci beaucoup. Donc, nous allons ouvrir maintenant la session questions et réponses. Et ceux qui aimeraient prendre la parole, vous pouvez déjà vous prononcer et allumer votre micro et poser la question. Donc, ce que nous allons faire pour que tout le monde puisse poser des questions et avoir des réponses, c'est que vous n'aurez droit qu'à une question. Et la question, vous devez directement aller. Si vous avez des questions, nous sommes là. Oui. Si certains ne veulent pas ouvrir leur micro, vous pouvez les mettre. Des questions? Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Je laisse son micro. Ah, ok. Je crois qu'il y a quelqu'un qui souhaite parler, il a levé la main. Oui, vous pouvez aller. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Vraiment, merci pour la présentation que vous avez eu à faire. Et votre présentation a été vraiment riche. Pour cela, je tiens sincèrement à vous remercier. Et la question que j'aurais à poser, par exemple, quand je serai en entretien d'embauche, quand le recruteur va me demander quels sont mes défauts ou bien mes qualités. Maintenant, j'aimerais que vous m'aidiez à avoir la nuance entre les défauts et les qualités. Il ne faut pas quand et mes défauts, un défaut où il va prendre ça comme si dans le mauvais sens, quoi. Quelle est la mesure, quelle stratégie plutôt que l'on devrait adopter pour pouvoir au moins orienter les défauts là pour que ce soit des défauts positifs dans le sens de l'entretien, quoi. Dans le sens de pour que ça soit positif pour celui qui veut postuler à l'offre. Ok. Merci. Merci beaucoup. Je peux aller directement? Oui, un instant. Pour les questions, je crois qu'on va aller. On va poser les questions directement. Merci d'abord à monsieur. Je peux répondre à la question ou. Oui, tu peux répondre. On reçoit plus de questions. Je peux répondre directement? Oui, tu peux répondre. Ok. Merci, cher ami. Je n'ai pas retenu votre nom. C'est une question qui revient tout le temps. On doit le savoir et se préparer en conséquence. Et la plupart du temps, ce que nous observons lors des recrutements, c'est que les gens nous disent eh bien, je suis perfectionniste. Vous savez, moi, je travaille dans un domaine, il faut être perfectionniste, il faut bien faire les choses. Et le perfectionnisme n'est pas vraiment un défaut en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous pose cette question, personne sur cette terre
n'est pas parfait. Nous avons tous nos qualités, nous avons nos défauts. Donc, à vous, cher ami, vous devez identifier un défaut solvable. Pour ma part, si vous voulez, je peux vous donner mon exemple. Moi, je dis, je suis impatient. Et la plupart du temps, la plupart des gens sont impatients. Je ne suis pas seul là-dedans. Donc, je dis, je suis impatient, je le reconnais. Mais vous savez, je travaille là-dessus, parce que quand tu connais déjà ton ennemi, tu as déjà la moitié de la victoire. Donc, je travaille là-dessus pour m'améliorer et pour avoir plus de patience, d'autant plus que c'est un élément très important, que ce soit dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Donc, le défaut que vous allez énumérer, n'allez pas dire que vous volez, n'allez pas dire que vous êtes un menteur, mais trouvez un défaut assez commun à beaucoup de gens, qui est solvable. Okay, quand je dis solvable, sur lequel on peut comprendre, mais c'est la dernière phrase qui est très, très importante. Vous devez faire savoir à votre interlocuteur que vous êtes conscient de ces défauts et que vous y travaillez. J'espère que vous avez répondu à votre question. Vous travaillez à la résolution de ces défauts-là. Cher ami, c'est bon? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je crois qu'il y a une autre question ici de M. Aboubakar. Oui, moi. Bonsoir, chef Martin. Oui. Oui, bonsoir. Voilà. Ma question, d'abord, félicitations pour la formation. Ça a été très enrichissant. Merci. Voilà. Ma question est la suivante. Lorsqu'on nous pose la question, quelle est votre grille salariale ou bien voilà, où on demande de donner un montant pour le salaire, voilà, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, merci beaucoup. Toujours dans la préparation, vous devez chercher à savoir dans votre secteur d'activité quelle est la grille salariale qui est mentionnée dans les conventions collectives, que ce soit auprès de l'État ou dans le domaine privé. Et donner une fourchette. Ne donnez pas un salaire fixe, donnez une fourchette de peut-être 200, 300 000 maximum. N'allez pas donner des montants faramineux. Mais il y a un bémol. À chaque fois que vous donnez, moi je pose la question toujours de savoir quel est le montant en dessous duquel vous n'allez pas collaborer avec nous. Ça voudrait dire que je vais vous demander l'intervalle inférieur. Si vous donnez un intervalle et que vous nous dites c'est négociable, ça voudrait dire que vous avez la possibilité, le recruteur a la possibilité de revenir vers vous et de négocier. Et donc, sa décision ne se fera pas sur la base de votre prétention salariale. J'espère que j'ai répondu à votre question, cher ami. Ok, merci. Il y a M. Boubacar qui dit les entretiens où on demande la prétention salariale. Quelle stratégie adopter? Je viens de répondre à cette question. Oui, je crois qu'il faut bloquer maintenant votre micro si vous avez fini de parler. Ok, allez-y. Il faut bloquer votre micro si vous avez fini de parler. Ok, allez-y. Ok. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai préparé le dossier. L'autre fois, j'ai postulé des dossiers en ligne. 4 endroits et je suis postulé dossier à présenter 2 endroits. Mais je n'ai jamais eu de réponse. Je me suis posé la question pourquoi il devait me donner une suite de réponse, oui ou non, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je veux savoir pourquoi il est comme ça. Honnêtement, je n'ai pas suivi votre intervention. Vous avez déposé 2 dossiers, n'est-ce pas? À présentiel, dans des entreprises. Et 4 en ligne dans d'autres entreprises aussi. Mais je n'ai jamais eu de réponse l'un pour l'autre. Je n'ai jamais eu de réponse. Et ça doit être plus dans votre dossier ou est-ce que ce sont des annonces ou ce sont des dépôts spontanés? Des dépôts spontanés. Des dépôts spontanés? Il n'y a pas vraiment eu d'annonce. À la recherche de stage ou à la recherche de recrutement, par exemple. Je ne saurais donner réponse à cette question. Si quelqu'un est dans la salle, il pourra m'aider parce que si c'est un dépôt spontané, l'entreprise n'a pas encore un besoin spécifique, eh bien, vous pourrez, l'entreprise peut ne pas vous appeler. Quand on dépose
moi-même. Il y a un monsieur qui m'avait dit, je crois, dans les années 2012, hein, il m'a dit que tu dois déposer au moins 50 demandes d'emploi par jour, hein, pour espérer être appelé par 2 ou 3. Donc, c'est pour ironiser, hein, c'est pour te dire 4 ou 6 que tu as déposé, c'est rien du tout. Si on ne t'a pas appelé, forcément que ton dossier ne correspond pas ou la manière dont tu l'as fait, ce n'est pas bien. Voilà. Et ceci me rappelle quelque chose que j'ai vu ce matin même. Hein, j'étais en train de fouiller. J'ai vu, il y a une dame qui a envoyé son CV, tenez-vous bien, un CV de 5 pages, mais n'a pas mis son numéro de téléphone. Ça peut paraître absurde, mais c'est ce que j'ai retrouvé. J'étais obligé de lui envoyer encore un mail pour lui dire de nous faire parvenir son numéro de téléphone, parce que si on va l'appeler, c'est par appel, hein, et la géolocalisation lui sera envoyée par WhatsApp. Vous voyez un peu, hein, que nous pourrons rater certaines opportunités. Donc, je ne sais pas, cher ami, il faut revoir tes dossiers et si tu souhaites, hein, je crois que tu peux t'approcher de M. Maoli, on pourra t'accompagner si possible. Allô, coach? Oui, bon. Je j'aimerais juste ajouter quelque chose là. Et il y a des personnes. Monsieur Dimas. Ok. Merci pour la parole accordée. J'aimais parler du Burundi. J'ai deux petites préoccupations. Alors, pour avoir rattrapé, disons, la formation ou la réunion un peu en retard, il se peut que vous ayez déjà frôlé ce point. Et ça concerne justement le CV. Des fois, nous avons tendance à, disons, constituer un CV qui est très long. Est-ce qu'on peut savoir la moyenne de la taille du CV, en fait, qu'il faudrait justement qu'on puisse rendre disponible dans ce cadre? Et les éléments clés peut-être qu'il faudrait mentionner, et si justement on a pu passer un certain nombre de postes de responsabilité. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, et la tendance aujourd'hui, même les pays francophones, et le constat est qu'on a tendance à vouloir passer les interviews en anglais. Et je vous dire, pour les pays francophones, même si on connaît un peu d'anglais, quoi, les questions de recrutement lors de l'interview, c'est vraiment compliqué. Et comment ressortir les concepts, les vocabulaires techniques en anglais, c'est pas facile. Et quelle stratégie, comment on devrait adopter pour pouvoir justement répondre convenablement aux questions d'interview en anglais? Merci. Merci beaucoup, hein, cher ami. Dimas, vous nous avez appelé, hein, vous nous suivez, hein, depuis le Burundi, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Votre seconde question m'interpelle personnellement parce que ça fait déjà beaucoup d'années que j'ai des difficultés en anglais. J'essaie de me faire former, mais c'est un peu plus compliqué. Moi, je veux inviter nos amis qui sont ici ou ailleurs. S'il vous plaît, ne négligeons pas l'anglais. Je ne veux pas dire vous, je dirais nous, parce que je suis dedans. Ne négligeons pas l'anglais. Personnellement, j'ai raté des opportunités parce que je ne maîtrise pas vraiment l'anglais. Ce qu'on fait, on attend, quand on nous appelle pour un entretien, on nous dit, eh bien, l'entretien va se tenir en anglais. On essaie d'appeler des professeurs, bien des professeurs d'anglais, pour qu'ils nous coachent pour savoir comment on va apprendre. C'est insuffisant, chers amis. C'est insuffisant. On a intérêt dès aujourd'hui à commencer par suivre les programmes d'anglais, à suivre des audios d'anglais, à améliorer notre anglais. Je pourrais vous dire, raconter une histoire. On m'a appelé pour une interview, je pense que ça doit être en 2015-2016, et on m'a dit que l'interview se fera en anglais. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, vu que j'étais un peu bon, je vais m'améliorer, je vais m'en sortir. Chers amis,
Le jour J, je fais face à des Indiens. Des Indiens. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité ou la chance de parler ou de rencontrer des Indiens qui parlent anglais. Sinon, allez sur YouTube, tapez, je ne sais, un programme. Moi, j'ai l'habitude de suivre les programmes de WhatsApp en anglais, les programmes de formation sur YouTube. Et c'est souvent des Indiens qui interviennent. Je vous assure, vous ne comprenez absolument rien. Le monsieur parle, je ne sais même pas ce qu'il dit. Et quand je commence par parler, je lui demande, est-ce que lui comprend au moins ce que moi je dis? Parce que moi, je ne comprends pas absolument ce qu'il dit. Du coup, c'est un point très important que notre ami Dimas a relevé pour l'anglais. Nous devons nous préparer dès aujourd'hui à améliorer notre anglais, à suivre des... Second élément sur le CV. Ça, je crois qu'avec Maouli, nous allons prévoir organiser une séance et pour qu'on travaille sur les CV. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment aberrant. Je peux commencer tout de suite en vous disant, vous pourrez voir quelqu'un qui met sur son CV une photo, un selfie comme photo sur son CV. Ce qui est vraiment dommage. Nous n'avons pas l'obligation, nous ne sommes pas obligés de faire des CV avec photo, mais c'est ce que les gens mettent. Maintenant, quelle est la longueur du CV? Vous savez, moi, le CV dont je vous parlais tout à l'heure, la dame, c'est une dame, elle a fait un CV de 5 pages. J'ai pris mon temps pour regarder. Il y a certains recruteurs qui ne prendront jamais ce temps-là. Imaginez, on lance un recrutement et nous avons... la dernière fois, quelqu'un m'avait dit pour un poste de combien ils cherchaient 2 personnes, ils ont eu jusqu'à une centaine de candidats. Vous pensez que pour analyser 100 CV, la personne prendra plusieurs temps à regarder tous ces CV correctement? Dès que votre CV n'est pas bien structuré, dès qu'il y a trop d'éléments, dès que le CV est surchargé, je peux vous dire clairement qu'il le mettra quelque part parce qu'il n'arrive pas à se retrouver. Le CV doit être propre, lisible et attrayant. Genre, quand la personne a devant lui ce papier-là, que cette personne ait envie de regarder jusqu'à la fin. Avant, moi, je faisais mon CV juste sur une page. J'ai rencontré un spécialiste des ressources humaines qui m'a dit, mais ton CV est trop touffu, laisse-le respirer. Personne ne t'a interdit à faire le CV sur 2 pages. Il y a des gens qui font leur CV jusqu'à sur 8 pages. Mais pour ma petite expérience, je peux vous dire que plus votre CV est long, plus les recruteurs ne passeront pas le temps pour lire tout votre CV. Donc, il y a des éléments qui vont les échapper. Donc, mettez votre CV sur un minimum de pages. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les éléments, mais ce que les recruteurs ont besoin de savoir, votre nom, prénom, vos éléments de contact, mail, votre numéro de téléphone, vos compétences, vos expériences, votre formation, vos centres d'intérêt. Ce sont des éléments phares qu'on nous demande sur les CV. C'est très important aussi, des fois, de mettre des personnes de contact. Mais, des fois, ne mettez pas des personnes de référence, pardon. Ne mettez pas des personnes de référence avec qui, ou les personnes qui ne vont pas témoigner, témoigner de des bonnes manières, ou témoigner en votre faveur. Je dirais ça comme ça. Si vous mettez quelqu'un qui va dire, bon, eh bien, c'est quelqu'un qui est passé chez nous, je ne le maîtrise pas vraiment, dans la tête du recruteur, il va se dire, ben, c'est forcément parce que la personne ne va pas parler, sinon tu n'es pas une bonne personne. Mettez les personnes qui vont dire à cœur ouvert que M. Dimas est une bonne personne et qu'il a bien travaillé, je vous le recommande. J'espère que j'ai répondu à votre question, cher ami. Merci beaucoup. Merci. Maouli, je crois qu'on est à 18h06. S'il n'y a pas d'autres questions, je crois qu'on peut s'arrêter. Il y a une question, s'il vous plaît. Oui. Ok, je voudrais ajouter une dernière chose par rapport aux références. Parfois, il faut demander aux personnes que vous allez les mettre comme référence sur votre CV. Parfois, c'est important parce que la personne que vous mettez sur votre CV
peut-être que la personne là exactement postule également à la même, au même offre d'emploi. Donc, lorsque vous rédigez votre CV et que vous allez mettre les références, il faut dire à la personne que je suis en train de postuler à tel et je vous mets comme référence. De vous préparer dès qu'on va vous appeler pour avoir plus d'informations sur ma personne ou bien ma candidature. C'est très important, sinon parfois on risque de mettre des gens mais qui ne vont pas être de bonnes personnes pour nous recommander auprès des recruteurs. Merci. Merci, Maoli. Très, très important. Oui, il y a un monsieur qui a dit qu'il voudrait parler. Oui, allez-y. Oui, quoi? Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, on vous reçoit, DG. Docteur Gamba, c'est ça? Oui, c'est Docteur Gamba, je vous suis depuis la Guinée-Conakry. Ça fait plaisir. Et voilà, tout le plaisir est pour moi d'assister à cette séance très intéressante. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, avant de commencer avec mes questions, je vais rapidement ajouter quelque chose sur l'inquiétude d'un frère qui venait tout à l'heure parler des candidatures spontanées qu'il a envoyées et puis il n'y a pas eu de suite. Donc, je voulais juste lui faire comprendre que, bon, pour les candidatures spontanées, je pense que la bonne stratégie, c'est de proposer de faire du bénévolat ou bien voire même du volontariat. Je pense que cette stratégie peut porter fruit parce que c'est après votre acceptation comme bénévole ou bien volontaire, vous pouvez maintenant montrer à l'entreprise de quoi vous êtes capable et ils pourront vous proposer un contrat. C'est juste un apport que je pense ça peut aussi aider par rapport à les explications. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci beaucoup. On a trois mains levées. Il y a M. Boubacar. Ok. Bon, je vais aller rapidement avec mes questions, coach. Oui. Allez-y. Ok, voilà. Donc, ma première question, je rebondis rapidement sur une petite anecdote que vous venez de souligner. Qu'il y a une dame qui sortait d'un entretien et on lui a posé la question pourquoi c'est elle qu'on doit recruter et puis elle dit qu'elle ne sait pas. Donc, d'après vous, quelle est la bonne réponse normalement? Ok, merci. Mais avant cela, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que très souvent, nous n'aimons pas faire du bénévolat. Quand on nous dit même un stage non rémunéré, on dit, on boude en fait. Donc, c'est important de faire ce bénévolat-là. Les Anglais disent « put one feet in the pot ». Donc, mettre un pied dedans pour prouver de quoi je suis capable. Très, très important. Merci d'avoir soulevé ce cas-là. Et pour la question, si on me pose cette question de savoir pourquoi vous, mes amis, c'est l'occasion de prouver en quoi vous êtes capable. Vous allez me dire tout de suite que vous n'avez pas écouté les autres pour savoir comment vous positionner. Mais vous avez des éléments comme votre compétence, vos expériences. Mais essayez de rassembler toutes ces expériences et finissez en disant que toutes ces expériences, je suis prêt à les mettre à votre service. Et faire de votre entreprise d'un point A à un point B. C'est vous qui connaissez votre domaine. Donnez des chiffres clés. En tant que commercial, par exemple, vous pourrez donner des chiffres en disant je suis capable de vous apporter 2 clients par jour. Je dis n'importe quoi, mais c'est du concret, c'est des chiffres. C'est quelque chose qui va sonner dans la tête du recruteur. Celui-ci, il sait exactement de quoi il parle. Proposer des choses dites, des choses concrètes, simples, mais percutantes, qui permettront à votre recruteur en face de vous de savoir que vous êtes quelqu'un de solide qui a la tête sur les épaules. J'espère que j'ai apporté quelques éléments de réponse à votre étude, cher ami. Merci bien, c'est noté. Je passe maintenant à la deuxième question concernant les défauts. Concernant? Voilà, les défauts. Quels sont vos défauts quand on nous pose cette question-là? Okay. J'aimerais savoir si les défauts qu'on demande là, c'est lié à nous personnellement ou bien c'est lié au poste. Je donne un exemple.
si je dis aujourd'hui à un entretien que mes défauts, c'est que je supporte mal les cris des enfants. Hein? Ça, c'est un défaut. Et pourtant, je postule pour un poste qui vend les produits. Et je dis que je déteste mal les cris des enfants comme défaut. J'aimerais savoir, est-ce que le défaut là, c'est lié au poste ou bien c'est à nous personnellement les défauts? Ok. Très souvent, quand on demande vos qualités et vos défauts, on fait toujours référence à votre personne. Ok. À votre personne. Et donc, c'est pour cela que vous allez remarquer que je fais toujours liaison avec les soft skills, les compétences transversales qui sont liées à vos comportements, à votre personne intrinsèque. Et ça sera vraiment aberrant quand vous me posez la question, que vous savez très bien que vous postulez pour un poste de garderie, hein, vous voulez garder des enfants, et que vous dites vous supportez mal le fait d'avoir le cri des enfants. Ça, c'est éliminatoire en fait. Quand quelqu'un me dit qu'il supporte mal, parce que vous savez, lors des entretiens, il y a ce que les recruteurs appellent les red flags. Donc, il y a des signaux. Vous allez remarquer que quand vous allez à des entretiens, quand une personne pose la question, les autres vous regardent droit dans les yeux. Ils veulent observer des éléments, pas forcément ce que vous dites, mais vos mimiques, vos regards, la position de vos yeux, la manière dont vous regardez de gauche à droite, la position de vos mains, comment vous vous déplacez, comment votre posture parle. Et donc, si vous ne positionnez pas bien, hein, vous ne vous positionnez pas bien en langage corporel, donc votre posture, que de ce qui sort de votre bouche, eh bien, vous allez pouvoir bien répondre, mais vous serez à côté. C'est pour cela qu'initialement, je disais, il y a tellement d'éléments qu'on ne pourra partager en une heure, ce que nous avons observé. Ok, bon, je ne vais pas monopoliser la parole. Je termine une bonne fois avec la dernière là. Si on nous demande pourquoi quitter votre ancien poste, maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'à ce niveau, est-ce qu'il faut toujours dire la vérité ou pas? Un exemple, tu viens de quitter le poste parce que tu t'es embrouillé avec ton manager. Est-ce qu'il faut le dire ouvertement ou bien il y a des stratégies à faire à ce niveau? C'est une question hein, qui revient. Si vous quittez, hein, vous n'êtes pas, vous êtes en poste aujourd'hui et que vous postulez à un autre poste, on vous posera certainement cette question. C'est obligatoire. Et il y a des éléments. Hein, là, je crois que c'est hier ou avant-hier. J'étais avec moi lui lors de l'entretien. On a posé cette question à un monsieur. Il a su s'en sortir. Mais je sais pertinemment qu'il peut avoir des erreurs, hein, des biais. Il y a des gens qui ne disent pas vraiment la vérité. Maintenant, si vous êtes embrouillé avec votre patron, le dire en face de vous, en face d'un recruteur comme ceci, je peux vous assurer que c'est mort. C'est mort. Ouais. À moins que vous reconnaissiez que c'est votre erreur. Il y a un monsieur, je me rappelle, hein, il a travaillé dans une grosse structure, il a travaillé à Air France. Et après, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais lors du recrutement, le monsieur, vous savez ce qu'il a dit? Non. Honnêtement, je résume cela, hein, je paraphrase, il a dit, honnêtement, sur ce poste-là, j'ai commis des erreurs qu'aujourd'hui, je ne suis plus prêt à répéter. C'est la réponse qu'il a donnée. On comprend immédiatement que le fait qu'il n'est plus à Air France, c'est quelque chose qui provient de lui, de sa personne. Donc, il reconnaît humblement son implication, sa part de responsabilité, et il se tient, hein, il tient cette promesse de ne plus répéter. Et je peux vous assurer que ce monsieur hein, travaille toujours dans cette entreprise. Wow. Vraiment, merci beaucoup pour les éléments de réponse. Merci, hein, docteur Gamba. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci. Allô? Il y a Boubacar, je ne sais pas, Boubacar veut toujours parler. Ok, allez-y. Je crois qu'on va, et 20, je crois qu'on va s'arrêter. Monsieur Boubacar, allez-y. Oui, monsieur Boubacar. Bon, je crois qu'il n'est pas là.
Mais il y a une question dans le chat qui demande à savoir pourquoi si l'on dépose allô? Pourquoi si l'on dépose une demande de stage dans les institutions, ces dernières ne répondent pas à notre préoccupation? Cela est dû à quoi? Si on demande un dépôt de stage, les gens ne répondent pas, l'entreprise ne répond pas à nos préoccupations. D'accord. Cela est dû à beaucoup de facteurs. Mais si l'entreprise n'a pas besoin de stagiaires, on ne vous prendra pas. Si vous n'êtes pas vraiment la position. Vous savez, une entreprise, les entreprises, c'est du capitalisme, chers amis. Nous cherchons du profit. Je ne vais pas prendre quelqu'un pour surcharger. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé dans une entreprise, on a besoin de stagiaires, même stage gratuit, on a refusé de prendre simplement parce qu'on ne voudrait pas être entaché. Aujourd'hui, tu prends quelqu'un pour stage gratuit, c'est les réseaux sociaux, hein, tu viendras écouter, entendre ton nom, ton entreprise, Africarrière est en train de faire travailler des gens gratuitement, Africarrière a fait ceci, cela. Du coup, les entreprises se méfient. Ça, c'est un deuxième élément. Accepter déjà un stagiaire qui n'a pas d'engagement professionnel. Okay? C'est aussi des responsabilités. Aujourd'hui, on parle de la sécurité des informations. Tu prends quelqu'un dans ton entreprise, un stagiaire, eh bien, des fois, c'est des informations qui vont de gauche à droite que tu ne maîtrises pas. Du coup, c'est dû à plusieurs facteurs. Je ne cible pas un seul facteur, je pourrais dire, parce que votre profil ne répond pas, ils n'ont pas encore besoin de vous, ils se méfient et beaucoup d'autres éléments. Je crois que ça pourrait y aller. Et aucune entreprise n'est obligée de vous prendre comme stagiaire. Donc, comprenez, si on ne vous a pas pris, et continuez pas à chercher, Inch'Allah, vous allez trouver. Yves, monsieur Oura pour les questions, les réponses aux questions. Mais je crois que c'est la dernière que nous allons répondre. Okay. Mon CV est enrichissant. Et des fois, je postule, je suis retenu. Mais après l'interview, on ne me rappelle plus. C'est quoi le problème? Ok, je vais raconter une histoire pour répondre à cette question. Ça doit être en 2017, entre 2017 et 2018, je crois que c'est en 2017-2016. Et on a participé à un processus de recrutement. D'abord, c'était des tests. On est sorti, on a fait l'entretien, deuxième entretien. Et lors du second entretien, j'ai retrouvé un monsieur que je connais bien. C'est ce dernier même qui m'a vraiment motivé à faire cette information. Je le connais bien aujourd'hui, on s'entend très bien. Donc, je l'ai retrouvé dans le jury. Après avoir passé l'interview, je suis allé le voir dans son bureau parce qu'il est consultant dans ce cabinet-là. Donc, je suis allé voir chez lui dans son bureau. J'ai demandé comment il a trouvé ma prestation, quel conseil il pourra me donner. Et il m'a dit une chose que je ne vais jamais oublier. Chers amis, d'abord, sachez que ce n'est pas toujours les meilleurs lors des recrutements qu'on retient. Ça, c'est un. Deuxième élément, vous pouvez avoir un bon profil, vous pouvez être très bon, mais il y a d'autres paramètres. Par exemple, aujourd'hui, il y a des associations professionnelles. La dernière fois, j'ai échangé avec Maouli là-dessus. Certains recruteurs ou certaines corporations, ils ont des codes. Si jamais le candidat met sur son CV certains éléments, et que le recruteur se retrouve dans la même association avec ce candidat-là, il est obligé de le prendre en attendant. Et ceci, je l'ai su par le truchement de ce monsieur. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que, je crois que c'est le troisième élément. Là, c'est le troisième élément que je vais donner. Si votre diplôme, on est sous les tropiques, ne l'oubliez pas, si votre diplôme est plus élevé que peut-être le directeur ou une personne avec qui vous allez travailler, déjà vous constituez une menace pour cette personne-là. Donc, sachez que personne n'a envie de venir menacer le poste, d'amener quelqu'un pour menacer son poste. Vous avez un master, alors que celui qui est là, il n'a qu'une licence. Comme vous ne pouvez pas avoir son patron, votre patron qui a la licence, et vous avez un master, vos propositions vont l'éclabousser. Ça, c'est clair. Donc, déjà, il va vous tuer dans l'œuf.
Et d'autres paramètres encore. Des fois, je me rappelle, lors d'un recrutement, il y a une liste et le premier n'a pas été retenu, le deuxième n'a pas été retenu, le troisième, c'est jusqu'au cinquième qui a été retenu. Donc, les éléments sont vraiment énormes. Je crois que il est 18h20, on va vraiment s'arrêter. Hein. Il y a tellement de questions, on peut revenir là-dessus pour échanger les prochaines fois, hein, Maudit. Mauli, ton micro est sur mute, on ne te reçoit pas. Allô, Mauli, tu es là? Ok, chers amis, merci beaucoup hein, pour ce soir. Je crois que c'était vraiment intéressant de vous retrouver. On était allé jusqu'à 46 personnes, hein, j'espère. Et Mauli et moi, nous espérons que les quelques éléments que nous avons partagés avec vous ont été vraiment enrichissants et cela vous servirait à améliorer vos prestations lors des différents recrutements et que vous ne soyez pas, que nous ne soyons pas ignorés, mais que nous nous préparions à rencontrer avec quiétude, stabilité, proactivité nos différentes rencontres. L'objectif est très simple. Quand on vient au recrutement, soyons posés, ayons nos têtes sur nos épaules, répondons clairement aux questions sans ambiguïté et disons à nos recruteurs que nous sommes vraiment motivés. Et à la fin, on laisse le reste dans la main de Tout-Puissant qui va toucher le cœur des recruteurs pour que nous soyons sélectionnés.